Allez, nous allons commencer. Alors, tout d'abord, merci à tous d'être aussi nombreux pour cette première table ronde de la matinée. J'espère que vous allez y prendre autant de plaisir que moi je vais prendre de plaisir à discuter avec ces invités qui sont tous aussi remarquables les uns que les autres. Je vais vous les présenter brièvement au cas où vous ne les connaîtriez pas. Donc tout d'abord, Roland Lehoucq, là vous ne pouvez pas ne pas le connaître, c'est le président des Utopiales, c'est aussi un astrophysicien spécialiste de cosmologie. Et puis par ailleurs, il a écrit avec Claude Équeil, que je présenterai un petit peu plus tard, un ouvrage qui s'appelle Mission Caladan, c'est le matin, et qui est en plein dans notre thématique, donc oui, on va avoir plein de choses à discuter ensemble. Roland est également quelqu'un qui écrit tous les mois pour Bifrost. Tous les 3 mois, pardon, hein, on aimerait que ce soit plus souvent alors. Tous les 3 mois pour Bifrost, un article qui associe science et science-fiction et qui interroge la plausibilité d'un certain nombre d'événements qui se passent dans la science-fiction. Donc autant dire qu'on aura des choses assez intéressantes à discuter sur la terraformation, la colonisation d'autres planètes, voire de notre planète. Et ça me permet de faire une petite transition sur Peter Watts, qui est un auteur de science-fiction très renommé, qui nous a proposé des ouvrages extraordinaires. Nous montrons les fonds sous-marins, les abîmes, d'une autre façon, et je vais y arriver, notre titre, c'est un autre monde vert, mais avec Peter Watts, nous avons un autre monde bleu, voire noir, quand on voit les profondeurs auxquelles on descend. Et donc Peter, qui est aussi un océanologue de formation, nous permettra d'échanger sur la colonisation ailleurs, mais peut-être aussi ici sur Terre. Claude Équeil, alors Claude Équeil, c'est difficile de le présenter en quelques mots. Il a écrit des ouvrages extrêmement variés. Je retiendrai juste par rapport à la thématique d'aujourd'hui, Mission Caladan, bien sûr, écrit avec Roland. Et puis surtout la saison de la colère, qui nous parle de changement climatique et de réfugiés climatiques. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'on laisse tout le monde sur place ou pourquoi pas les envoyer ailleurs? Claude qui nous fait à la fois de la science-fiction, qui nous emmène très loin dans le futur, ou qui reste assez proche de nous avec son dernier ouvrage. Alors son dernier ouvrage est un ouvrage jeunesse, mais je pense à son ouvrage d'avant, qui porte sur le monde juste après nous, une vision politique, une vision un peu polémique, que je vous inviterai à aller voir très vite après à la librairie. Et puis enfin Patrick Michel, qui est un planétologue qui nous vient de Nice. Je suis de Nice aussi, alors forcément. Et qui est spécialiste des météorites et des astéroïdes, excusez-moi. Alors voilà, tout de suite, des bêtises, astéroïdes, météorites. Ce sera l'occasion également de faire la distinction et de nous parler de ce qu'on y trouve dans ces bêtes-là et dans quelle mesure on pourrait les exploiter. Alors, colonisation, terraformation, j'ai envie de dire qu'on a au moins 3 images, 3 visions possibles sur lesquelles je vais juste vous laisser commencer à discuter. C'est forcément une aventure humaine, parce que coloniser une autre planète ou un astéroïde, c'est forcément un monde complètement nouveau. C'est une aventure forcément technique, parce qu'on ne fait pas ça sans un minimum de maîtrise technologique, d'autant que là, on pense tout de suite à un problème majeur qui est le problème de l'atmosphère, comment on fait pour respirer, comment on fait pour survivre dans un lieu clos. Et puis c'est une aventure économique aussi possiblement, puisque si on part, les motivations peuvent être diverses. Si on construit un certain nombre d'équipements pour aller sous l'eau ou dans l'espace, c'est souvent pas uniquement pour le défi. Donc aventure économique, aventure technique, aventure humaine, qui veut se lancer sur ces questions, qui a envie de choisir une direction. Allez, on y va. Allez. Oui, effectivement, alors essayer d'aller au-delà de la Terre pour coloniser, c'est une aventure humaine, économique et aussi politique.
parce qu'en fait on a commencé à vouloir explorer le système solaire en allant vers la Lune. Les Américains s'y sont lancés ainsi que les Russes, mais il faut savoir que c'était dans un contexte de guerre froide où l'un voulait montrer sa domination par rapport à l'autre. Ça engrange des budgets tellement énormes en fait qu'il faut une motivation au-delà de celle scientifique pour aller au-delà. Donc soit il y aura une motivation politique, c'est-à-dire mettons les Chinois vont envoyer un homme sur la Lune et peut-être après sur Mars, et du coup il faudra que les autres nations montrent qu'elles sont aussi compétentes, ou alors il faudra un enjeu peut-être environnemental pour le coup, c'est-à-dire si on s'aperçoit que sur Terre l'être humain ne peut plus y vivre et de toute façon dans 4 milliards et demi d'années, si un astéroïde ne tombe pas dessus avant, on sera soumis au problème de la fin du Soleil, il faudra aller plus loin. Mais ce sont des problèmes qui sont déjà politiques, économiques et puis aussi techniques, parce qu'effectivement, aller au-delà de la Terre, c'est sortir du champ magnétique terrestre qui nous protège les particules les plus nocives. Et ça, c'est très dur. C'est pour ça que pour l'instant, on ne peut pas aller sur Mars, parce que ça prend plusieurs années. Et s'il y a une éruption solaire, on n'y survivra pas. Ou alors, il faudrait vraiment avoir un vaisseau qui est protégé. Et puis, le problème psychologique qui vient aussi se mettre là-dedans, parce qu'on n'a encore jamais testé la capacité d'un équipage de rester pendant des années complètement délié de la Terre, c'est-à-dire sur une trajectoire cette fois-ci interplanétaire et non pas liée à la Terre, hein, autour de la Terre. Et ça, on sait que ça peut provoquer des problèmes psychologiques. Je racontais hier dans une table ronde que Buzz Aldrin, avec qui j'ai parlé de ça, qui est allé sur la Lune, me disait qu'à l'époque, la chose qu'ils n'avaient pas anticipée, alors qu'ils étaient très préparés par l'aventure lunaire, parce qu'ils ont pris les équipages les plus équilibrés psychologiquement, il ne fallait pas qu'il y en ait un qui pète un câble en y arrivant, et bien ce qu'ils n'avaient pas envisagé, c'est l'impression que ça fait de voir la Terre en étant sur une autre surface. Et là encore, sur la Lune, on voit une Terre visible, on voit les continents, etc., alors que si on va sur Mars, on verra un tout petit point bleu, et quelle sera l'impression qu'aura l'être humain face à ça. Donc il y aura aussi ces défis-là à produire, et je n'ai pas encore parlé des astéroïdes, mais on y reviendra. Alors là, ça me donne l'occasion de donner la parole à Peter, évidemment, parce que c'est oui. Parce que l'aspect humain, l'aspect psychologique d'une entrée dans un monde autre, ça c'est quelque chose qui est très présent dans votre œuvre. Comment vous... Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Moi je pense par exemple à Starfish, où on a des êtres assez asociaux, mais qu'on a choisi pour ça, justement, pour pouvoir être adaptés aux profondeurs. Well, I suppose the definition of the term asocial really depends on the environment you're trying to fit into. They were actually pretty well adapted for the environment in which they found themselves. And I would argue that that's probably sort of the general principle you're going to have to take with you when you get off of this planet and onto another one, whether you're hollowing out an asteroid or actually terraforming another planetary body. These are pretty big honking engineering projects. There are a number of ways that one could actually terraform for example, the atmosphere of an anoxic environment. You could either use some kind of engineered blue-green algae, some kind of cyanophyte. You could, if you wanted to go faster, come up with some kind of a nanotech type solution that would perhaps break down silicon dioxide and release the oxygen from that. That would be faster, but it would also require something that would have to replicate, so you'd probably be talking some kind of post-biological life form. And in any case, you're talking decades to centuries to getting a project of this sort off the ground. It would be perhaps a more tractable problem to change ourselves. Maybe terraforming is doing things ass backwards. Maybe what we really need to do is anthroform. Certainly we are on the cusp of being able to make all sorts of changes to ourselves, adapting ourselves to a variety of environments rather than forcing the environments to adapt to us. Whether we do that or not, I guess this comes back to the psychological aspect that's been mentioned already. We have a brainstem, and the brainstem isn't very smart, but it's very fast and it's very powerful. And I think we tend to use most of our upper brains to basically come up with
back rationalizations and complicated excuses for doing what the brainstem wants us to do anyway. And I think one of the things the brainstem wants to do is keep living. And the brainstem may be too dumb to recognize the difference between changing into something else and dying. I think that may account for a lot of the sort of the Dad Bernard Murtha, that just ain't natural reaction that people get to a lot of, I mean, people are remarkably intolerant to fairly minor variations in even lifestyle amongst our species. If you want to turn yourself into a super intelligent ambulatory slime mold to survive in the upper atmosphere of Venus, there are going to be a lot of people who recoil at that for one reason or another. And we may actually have the technology to modify the body to the point where we can survive in alien planets sooner than we have the, I hesitate to say political, because political is certainly a manifestation, but it's really more of a gut level, human brainstem aversion to change. I think that may put brakes on it. But if we are looking to get off the planet fast and get into some other place fast, which we may have to do given the way things are going on in this world, yeah, I think it might be worth looking at changing ourselves rather than trying to force the rest of the universe to change to suit us. Quelqu'un peut rebondir? Oui, effectivement, ce que les éditeurs sur le fait qu'on peut soit changer son environnement, soit se changer soi-même. Pour l'instant, on a changé notre environnement sur Terre, on le fait. D'ailleurs, on le fait un peu trop, peut-être, au risque de déterraformer peut-être la Terre. Et de se poser la question de savoir si peut-être il faudrait aller dans l'espace pour avoir un autre endroit plus confortable, en tout cas se reconstruire un endroit plus confortable. On a quand même l'impression que ce serait plus simple de ne pas détruire l'endroit où nous sommes déjà. Et effectivement, on aura probablement les moyens de se transformer nous-mêmes génétiquement, ou mécaniquement, biomécaniquement, pour survivre en milieu hostile en dehors de la Terre, avant d'être capable d'avoir les moyens, d'avoir le temps surtout de transformer une planète, par exemple Mars, pour la rendre habitable pour des humains tels que nous sommes maintenant. Donc on peut imaginer évidemment la conquête ou l'expansion humaine en dehors de l'espace, en dehors de la Terre, en préservant la Terre qui sera de toute façon une base arrière indispensable, parce que si la Terre ne fonctionne pas, on ne voit pas trop comment on pourrait transporter, je ne parle même pas de 9 milliards d'humains, même 1 million d'humains, même 10 000 humains, et les mettre dans le... Pour l'instant, on ne sait même pas faire plus que 5 ou 6 humains qui sont dans la Station Spatiale Internationale. Donc les mettre en dehors de la biosphère terrestre pour qu'ils puissent éventuellement servir de point d'accroche ou de point de départ pour une expansion ultérieure. Donc garder la Terre comme point de départ, la garder fonctionnelle, et puis ensuite exploiter, peut-être, là on en reviendra peut-être avec Patrick tout à l'heure, exploiter les richesses du système solaire en dehors de la Terre, les moyens, les minerais, les matières premières du système solaire, plutôt que seulement de la Terre, peut-être par les astéroïdes, et puis ensuite peut-être transformer les humains, les transformer intellectuellement, socialement, enfin qu'ils s'adaptent à ces conditions d'espace ou de colonies extrêmement hostiles, qui sont vraiment très différentes de la Terre, et beaucoup plus hostiles que la surface de la Terre, en transformant les humains aussi physiquement et évidemment par la technique, avoir un environnement intermédiaire. C'est-à-dire on pourrait, plutôt que de, par exemple, terraformer Mars complètement pour la rendre similaire aux conditions terrestres, la transformer suffisamment pour que des humains modifiés puissent habiter à la surface de Mars. On parle beaucoup on a parlé de technique. Quand la NASA a décidé d'aller dans l'espace, il y a des milliards qui ont été mis sur la table. On peut à peu près estimer à une centaine de milliards l'argent nécessaire pour créer une nouvelle industrie et se lancer dans un nouveau défi technologique, sachant que souvent c'est payant. Hein. Le CERN, si on parle de choses qui sont plus proches de nous, c'était pas 100 milliards, c'était une dizaine de milliards, mais les répercussions, ça a été par exemple Internet pour le grand public ou l'électronique rapide. Si quelqu'un a été capable de mettre 100 milliards sur la table pour lancer une industrie et lancer un nouveau projet un peu fou qui permettrait de relancer la locomotive économique, vous, en tant qu'auteur ou en tant que scientifique, vous parieriez pourquoi? Plutôt terraformer Mars, plutôt aller sur un astéroïde, plutôt
plutôt aller au fond des océans? Qu'est-ce qui vous semblerait Qu'est-ce qui vous branche le plus, j'ai envie de dire? Je crois que la première logique là-dedans, il y a deux idées qui s'opposent, c'est le temps du projet, qui peut se compter en siècles, comme l'avait dit Peter Watts, et donc le retour sur investissement. S'il y a des gens qui mettent de l'argent sur la table, ils s'attendent à en faire des profits tôt ou tard. Enfin, plutôt tôt que tard, et c'est là où tout d'un coup on se rend compte qu'il y a certaines échelles de temps qui ne sont pas vraiment compatibles. Donc je pense qu'on procède toujours par étapes et par escalier. La première étape, ça sera celle de capturer un astéroïde afin de pouvoir l'exploiter au mieux. Et j'ai bien l'impression aussi que là, je ne sais pas comment pourrait fonctionner une course de l'espace de ce type, puisque le premier à mettre la main sur un astéroïde aurait déjà du minerai pour 1000 ans. Et le deuxième serait obligatoirement perdant, le deuxième qui attrape un astéroïde qui serait peut-être forcément plus loin, moins facilement exploitable. Et quel intérêt à partir du moment où il y a déjà quelqu'un qui a le marché pour lui tout seul, il a le monopole. Oui, alors, en fait, il y a un cas concret qui s'est passé, c'est la NASA qui a décidé, donc Obama, le président Obama a parlé au Congrès et a dit quelle est la prochaine étape de l'exploration humaine. On a fait la Lune. On peut s'interroger, retourner sur la Lune, ce qu'avait proposé George Bush, mais comme il avait aussi proposé l'Irak et que ça n'avait pas marché, on s'est dit on va peut-être changer. La Lune, on est déjà allé, c'est pas très fou. Voilà, c'est pas très sexy, donc il fallait un truc un peu plus sexy. Alors aller sur Mars, c'est très coûteux et pour l'instant c'est tellement... ça paraît un peu impossible, il y a tellement d'enjeux technologiques sur le long terme que pour aller plus vite, effectivement, il avait proposé comme premier voyage interplanétaire un astéroïde. Parce qu'en fait, il y a des astéroïdes qui circulent autour de nous, dont les trajectoires sont entre guillemets accessibles pour des vols humains, pour des vols de l'ordre de 90 à 180 jours, qui est la durée qu'on pense être encore raisonnable en termes de sécurité, etc., par rapport aux radiations pour un être humain. Donc il avait proposé ça, et l'année dernière, la deputy administrator de la NASA est venue avec un projet d'aller capturer un astéroïde petit, et là sur des échelles de temps très courtes, c'est-à-dire un premier lancement en 2017 pour pouvoir capturer un astéroïde d'une dizaine de mètres, 7 mètres, le ramener sur la trajectoire de la Lune et y aller ensuite envoyer un être humain, enfin des êtres humains pour pouvoir l'étudier, éventuellement ramener un échantillon, etc. Alors le projet n'a pas été budgété, et puis l'étude est en cours, donc ça risque de se faire, sauf que probablement le Congrès ne va pas le voter l'année prochaine, parce que, effectivement, le problème, c'est que il faut, pour mettre 100 milliards de dollars actuellement sur un projet, enfin, encore qu'il l'estime à moins, mais ça monterait à ça, en tout, il faut un objectif, comme je le disais tout à l'heure, quand même politique, parce que scientifiquement, ça ne tient pas. Même nous, les scientifiques, on dira, mais non, on peut faire de la science avec des robots, et avec le coût d'une mission humaine, on fait 100 à 1000 missions robotiques. Et donc au final on apprendra beaucoup plus qu'avec un vol humain. Donc du coup les États sont soumis à ce problème, c'est que sur des bases scientifiques, rien ne justifie le coût d'un vol humain par rapport à des coûts robotiques, et sur des bases politiques, ça reste quand même dur à vendre, parce qu'il n'y a plus ce risque de l'ennemi qui va nous attaquer, qui était l'argument qui avait été proposé à Kennedy pour aller sur la Lune. Alors en plus après les problèmes technologiques sont énormes, puisqu'en fait les astéroïdes c'est des objets qui sont tout petits, donc ça veut dire que leur attraction est très très faible. Donc quand moi je vous parle et que je saute en m'excitant en vous parlant, je retombe sur Terre. Sur un astéroïde, je saute, je ne retombe pas parce qu'il est tout petit et donc la vitesse qu'il faut pour que je m'en échappe est infime. Et donc ça cause d'énormes problèmes parce que Bruce Willis dans Armageddon qui y va avec son marteau-piqueur et qui tape dedans, il fait ça sur un astéroïde, il gicle, il ne retombe pas. Donc évoluer sur un astéroïde, c'est extrêmement compliqué. Plus il est petit, plus c'est compliqué. Alors on veut envoyer des êtres humains, on veut aller essayer de creuser pour en avoir des ressources, mais comment est-ce qu'ils vont creuser? Parce qu'en absence de gravité, on appelle ça en microgravité, les échelles de temps de tous les processus sont beaucoup plus lents. Et en plus, le simple fait de toucher, l'environnement est extrêmement sensible. Il faut d'abord s'accrocher, mais on s'accroche à quoi? Parce que les astéroïdes, malheureusement, on a très peu de connaissances depuis le sol. Donc quand on a découvert un astéroïde depuis le sol et qu'on y va, on ne sait pas si ça sera du sable, de la roche dure, si ça sera très résistant ou non. Alors il faudra quoi? Une énorme caisse à outils pour savoir comment l'astronaute va pouvoir s'accrocher. En plus, ils tournent très vite sur eux-mêmes, certains en moins d'une minute, donc vous partez dessus, vous giclez immédiatement, parce qu'avec la période de rotation, vous partez très vite.
Donc c'est des problèmes extrêmement compliqués qui sont parfois pas mis en évidence. Et enfin, même la composition, on parle de... Alors j'avais entendu qu'on allait résoudre tout le platinium qu'on n'a pas sur Terre, etc. Mais en fait, on sait très peu de choses sur les astéroïdes. Leur composition, on ne la connaît pas. On a les météorites sur Terre qui sont filtrées par l'atmosphère, donc elles ne sont pas nécessairement représentatives de tout ce qu'il y a dans l'espace, même si elles sont une richesse d'informations. Elles nous ont permis de dater le système solaire, à 4 milliards d'années par exemple. Mais on sait très peu de choses sur la quantité. On va ramener des échantillons d'astéroïdes avec 2 missions OSIRIS-REx de la NASA, Hayabusa 2 de l'agence spatiale japonaise, et on espère Marco Polo de l'agence spatiale européenne, mais ça sera sans drame. Donc ça sera extrêmement intéressant scientifiquement, mais industriellement, à savoir si à partir de ça on peut extrapoler ce qu'on aura sur l'ensemble de l'objet, c'est quand même compliqué. Donc quelle est la quantité de platine, quelle est la quantité des éléments qui peuvent être industrialisés, comment est-ce qu'on va les prendre, est-ce que le coût pour les prendre, un exemple, les missions dont je vous parle, pour 100 grammes, la mission coûte 800 millions de dollars. Donc ça fait cher le gramme quand même pour l'industrialiser. Scientifiquement, ça fait peu cher. Mais pour l'industrialiser, ça fait quand même peu cher le gramme. Donc même ces industries qui s'y intéressent, c'est très bien, elles ont encore une route à faire avant d'en faire un profit. Alors là, il y a plein de choses que tu viens de nous dire. En particulier, tu nous présentes d'énormes difficultés pour les astéroïdes. Tu nous disais que sur la NASA, effectivement, on avait une évaluation des coûts. Et, ce qui m'intrigue, c'est que bon, la NASA est une vieille institution. Et souvent, ce qu'on sait, c'est que quand on vieillit, on a tendance à réutiliser des technologies qu'on connaît, ce dont on a l'habitude. Est-ce que l'idée d'ouvrir le marché, de proposer des défis, pas seulement à la NASA, mais à un public plus large, industriel, en disant voilà, on veut aller là, par exemple, si les astéroïdes, ça saute dans tous les sens quand on essaye de se mettre dessus, Mars, on saute pas, on reste accroché à Mars si on va sur Mars. Si on se donnait comme défi, par exemple, une fusée qui nous permette d'atteindre Mars, je disais que le problème c'était la durée du trajet. Mais si au lieu d'avoir une fusée qui, une fois qu'on la lance, continue sur sa lancée, et si on imaginait une fusée qui continue à accélérer typiquement, il y a plein d'auteurs de science-fiction qui ont joué avec ça, en particulier Heinlein par exemple, on pourrait aller très vite sur Mars finalement, et la durée de trajet ne serait pas un problème. C'est la clé. Il faut que les agences spatiales se posent de nouveaux challenges. Le malheur, c'est que pour l'instant, quand on fait des propositions de mission, y compris dans l'exploration humaine, on dit surtout pas d'innovation. Réutiliser ce qu'on a déjà fait. Et malheureusement, on manque à cause de la crise économique aussi, ou alors à cause du management, ce que l'on met peut-être au-dessus de ces agences, on manque de personnes qui, justement, soumettent au défi les ingénieurs et les scientifiques pour proposer des nouvelles solutions, parce que c'est trop risqué, ça coûte trop cher, et ça, mais ça sera nécessairement, on sera obligé de faire un saut technologique pour évidemment répondre à ces défis-là, ça c'est sûr. Oui, parce que pour aller vers Mars rapidement, il faut être capable de se propulser longtemps, pas juste vous vous mettez en orbite autour de la Terre, tout va bien, vous appuyez, hop, vous partez, vous propulsez, hop, vous partez vers Mars, et puis ensuite vous êtes en vol balistique, comme on dit. Vous avez votre impulsion initiale, vous évoluez sous l'influence de la gravité de la Terre, des Mars, de toutes les planètes du système solaire, vous avez calculé votre trajectoire, vous arrivez sur Mars, vous freinez un petit peu, hop, et vous mettez en orbite autour de Mars. Ça prend 6 mois dans les conditions les plus économiques du point de vue d'énergie, parce qu'on ne dispose pas de beaucoup. Ce qu'il faut, c'est être capable d'avoir une source d'énergie concentrée, de petite taille donc, et importante dans l'espace, et qui ne soit pas le Soleil. Alors voilà, quand on dit ça, il faut être capable de mettre un réacteur nucléaire dans l'espace. On sait peut-être faire ça, ça a déjà été envisagé, il y a eu des réflexions sur ce sujet-là. Après, il faut dire, alors, on met un réacteur nucléaire dans l'espace, et on voit si les gens sont d'accord ou pas. Et ça change tout. Vous voyez que ça, c'est un problème d'acceptabilité sociale. Quand on voit la course à la Lune, elle a été acceptée, les 100 milliards ont été acceptés socialement, parce qu'il y avait cette affaire politique. Finalement, quand on parle de politique, on parle de est-ce que les gens sont d'accord? Parce que si les politiques sont d'accord pour montrer leurs muscles, si le public dit écoutez, vous moquez de nous, 100 milliards pour vos muscles, on n'en a rien à faire. Nous, on veut régler des problèmes de la Terre, des problèmes d'ici qui nous concernent. 100 milliards mis dans plein de choses qui concernent les humains, directement maintenant. Ceux qui souffrent sur Terre, ce serait pratique. Donc là, c'est un problème d'acceptabilité sociale, financière, et de mettre aussi cette technologie qui passe par une source d'énergie concentrée
indépendante du Soleil, parce que quand vous vous éloignez du Soleil, le flux de rayonnement solaire diminue, d'autant plus qu'on est loin, 2 fois plus loin et 4 fois moins de flux solaire. Quand vous allez sur Mars, vous avez en gros 3 fois moins de rayonnement solaire, de flux solaire, de watts par mètre carré lumineux que vous en avez au niveau de la Terre. Et du coup, tout miser sur des panneaux solaires, par exemple, qui seraient écologiques, gentils, etc., ben, c'est pas suffisant. Il vous faut, pour propulser durablement, que quelque chose soit concentré et durable et non solaire. Et ça veut dire du nickel. Donc voilà, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les gens sont d'accord? Et quand je dis les gens, vous peut-être plus en moyenne que le grand public général, la population terrestre. Mais est-ce qu'on est d'accord pour faire ça? Est-ce qu'on a les moyens de faire ça d'abord, en sécurité? Et est-ce que les gens sont d'accord pour qu'on fasse ça? Voilà, ça pose tout de suite ces questions-là. Accéder à de grandes ressources d'énergie dans l'espace d'abord. Et après, si vous avez des gigawatts dans l'espace, alors c'est bon, hein. Je ne dis pas on fait ce qu'on veut, parce qu'il y a encore des étapes techniques à franchir. Attraper les astéroïdes, construire le vaisseau, mettre les humains en sécurité avec la nourriture, l'eau, l'air qu'il faut pour aller sur Mars. Et si pour aller sur Mars en une semaine, les efforts, c'est pas les mêmes qu'on va aller en 6 mois, évidemment. Les efforts pour les humains, la nourriture, tout ce qu'il faut, l'infrastructure pour les humains. Super. I think we're kind of circling around a potential solution that nobody wants to say out loud. There's been talk about political will and politics and $100 billion, and let's face it, if we're talking about space travel, if we're talking about sending a couple of people to Mars as a publicity stunt, $100 billion might take a dent out of that. If we're talking about getting the human nest egg off the planet and onto something else, if you're looking at some kind of immigration policy, some way of, I mean, the title of this roundtable is terraforming. If you're talking something on that scale, $100 billion is chicken feed. It's not going to do anything. And what we seem to be talking about here are fairly modest inner solar system, getting your toe in the water kind of projects. If what we have is $100 million, I suggest we take our lead from the space race when there was an enemy. When there was an enemy, all of a sudden, budget was no problem. We cannot, I would be extremely skeptical, barring some massive new technological breakthrough, which is always possible, but under current circumstances, I would be profoundly skeptical that $100 million would allow us to do anything that would approach a proper terraforming or actually result in a permanent human presence out of Earth and out of the sort of the Earth lunar system. But what it might be able to do is fake an impending asteroid collision. Just to pick one example of a particular threat, if you could actually convince the world's governments that we had 5 years before a comet split this planet in half, people would stop worrying about whether or not they were making as much money as the next guy on the assembly line. People would stop worrying about keeping up with the Chinese, and people would do whatever the hell it took to at least, maybe if not get themselves off, maybe at least have, one chance in a million that their grandkid could win the lottery to get off the planet. Maybe what we need to be spending our money now on is lying to people to get them sufficiently motivated. Or perhaps, maybe we could actually, this might be even better, you would know the orbits of the various asteroids. Maybe what we could do is pull a Bruce Willis and actually alter the orbit of an asteroid so it actually will hit the Earth in 100 years. That would be much easier than actually, buying off all the amateur astronomers who would look at the sky and say, no, there isn't actually a comet coming. Once people actually realize that they are faced with imminent extinction and they believe that in their gut, I don't think we have to worry about budget. All we have to worry is technological breakthrough. And if you want to know the periods of time in which humanity has made the greatest technological breakthroughs, it's always been when its back has been up against the wall and during times of war. Alors, faut-il provoquer notre propre extinction pour y échapper? Ça, c'est un peu dangereux. Bon, d'abord, je vous rassure.